juste faire une très rapide introduction. Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents pour cette première conférence qui se déclinera, qui est la première d'un parcours qui se déclinera sur 5 mardis, toujours aux mêmes horaires. Et nous allons, je vais remercier Madame Pierre d'être avec nous ce soir encore pour nous éclairer sur un aspect des valeurs citoyennes en faisant des constats et des enjeux sur ces valeurs citoyennes. Et donc, je ne vais pas m'étendre puisque je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre et je suis moi-même très impatiente d'apprendre beaucoup de choses par rapport à ce vaste sujet qui ne peut que nous concerner à toutes et tous. Donc, encore merci pour votre participation et pour ce que vous allez nous apporter ce soir. Merci. Bonjour, je suis ravie d'intervenir pour la deuxième fois auprès de votre communauté de la Cité éducative. Donc aujourd'hui, je vais effectivement aborder un sujet, vous l'avez dit, assez vaste et complexe, les valeurs citoyennes, et donc à la fois les constats, les enjeux et puis une réflexion par rapport à cette question. Donc, je vais tout d'abord introduire mon propos par un constat et quelques éléments en étant synthétique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais quand même des choses qui me paraissent être importantes à rappeler. Je m'excuse par avance pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent déjà la question, mais je vais tout de même situer le contexte. En quelques décennies, tout a changé, on peut le dire. La France n'a plus rien à voir avec peut-être une France qui était une nation soudée par l'attachement de tous aux valeurs d'une république, une indivisible, que l'on connaît, et que l'on a connue d'ailleurs jusqu'aux années 1950-1960. Dans son essai, j'ai repris un ouvrage que vous pourrez lire, L'archipel français de Jérôme Fourquet, qui est directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Il montre bien dans son ouvrage que la France d'autrefois, la matrice catho-républicaine, s'est disloquée avec des conséquences culturelles et morales. Il montre bien que, en fait, il y a eu un effacement progressif de l'ancienne France sous la pression de la France nouvelle, qui induit un effet d'archipélisation, puisque c'est l'archipel, son titre français, de la société tout entière. Alors, il y a d'autres ouvrages qui portent sur ces questions. Donc, les constats, ce sont les suivants. Une sécession des élites, une remise en question d'ailleurs aussi des élites, et on parle des sachants, l'autonomisation des catégories populaires, la formation d'un réduit catholique, parce qu'il montre bien que la religion catholique a perdu du terrain en termes de pratiquants, etc. L'instauration d'une société multiculturelle de fait, une dislocation des références culturelles communes. Donc en fait, par rapport à tout cela, et vous avez beaucoup d'ouvrages qui portent sur cette évolution de la société, on assiste à des processus de fragmentation dans la société pour arriver à une société qui a un aspect éclaté, diversifié, on peut dire. Bon, pour lui, pour cet auteur, Fourquet, le phénomène de déchristianisation, et Marcel Gauchet l'avait déjà montré dans le Grand Désenchantement, Marcel Gauchet qui est un philosophe, début des années 80, est un peu un stade terminal des catholiques qui ne sont plus qu'une composante parmi d'autres dans la société, alors que, on va le voir au niveau de l'histoire, c'était un ciment et souvent la société républicaine laïque s'est construite contre le dogme chrétien. Donc c'est ce qui a fondé notre société aussi républicaine.
Donc la matrice catholique qui a structuré notre rapport au monde, puisque notre société a fonctionné avec un camp républicain et laïque en opposition avec le catholique depuis la Révolution française, eh bien cet édifice a explosé. Et si l'on prend les données de l'IFOP qui sondent au début des années 1960 à la population, 35% des Français déclarent aller tous les dimanches, voire davantage, à l'église. Aujourd'hui, 6%. Donc aujourd'hui, tout cela ne va plus de soi et on assiste à un éclatement, une fragmentation. Par ailleurs, des points de repère ont disparu. Nous n'avons plus on va dire cette dichotomie entre le camp laïque et républicain et le camp catholique parce qu'il y a d'autres composants de la société. Et donc, la société qui a fonctionné sur ces deux pôles a évolué et s'est fragmentée. Alors, l'enjeu aujourd'hui, il est de faire tenir l'archipel ensemble, si on parle d'un archipel, ou en tout cas notre société. L'état de fragmentation a été mis à l'épreuve, mais on n'est pas encore, on va dire, dans une situation de choc extrême. On ne va pas être pessimiste, on va être optimiste. Et donc, effectivement, il y a une fragmentation, mais nous ne sommes pas dans une situation de choc extrême où il n'y a plus rien à faire, où finalement, voilà, notre société est éclatée, comme certains pourraient le dire dans des discours qui seraient très négatifs. On peut avoir, de mon point de vue, et je ne suis pas la seule en tant que chercheuse, une société qui cohabite, où tout le monde... Ah, il y a un écho. De ce point de vue, on peut avoir une recherche du vivre ensemble qui n'a jamais été d'ailleurs aussi utilisé dans les discours, mais ça n'est pas un mot qui est vain. D'ailleurs, pour rappel, la première trace du mot, enfin du terme vivre ensemble date de 1983 dans un discours de la mairie socialiste de Dreux. L'Express a fait référence à ce terme du vivre ensemble que l'on utilise beaucoup depuis. Alors, quelques chiffres, j'ai repris quelques chiffres, mais je n'ai pas le temps de présenter la totalité, mais je veux quand même évoquer justement dans cette société, quelques aspects qui peuvent nous interpeller. Lors du dernier séminaire national des coordonnateurs des équipes académiques Valeurs de la République dont je fais partie, quelques constats ont été faits. Bon, il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que on assiste aujourd'hui à des atteintes aux valeurs de la République. Bon, en 2020, sur une période quand même assez courte, de septembre 2019 à mars 2020, alors qu'on était au début de l'épidémie, à peu près 1000 cas de signalement d'atteinte aux valeurs de la République, avec des académies particulièrement touchées, donc Créteil, Normandie, Toulouse, Nice, etc. Ce qui est important aussi, c'est que 45% des faits sont recensés dans les collèges, donc presque 1 sur 2, 37% dans le premier degré et c'est en augmentation, donc ça commence très tôt à l'école primaire, 18% dans les lycées, donc des contestations aux valeurs. De même, les origines des faits d'atteinte aux valeurs viennent de 57% de la part des élèves, donc plus de la moitié des élèves, 22% les parents, 12% les personnels, donc ça il faut quand même le souligner, 9% autres. Et la progression des atteintes, je vous mettrai à disposition le rapport de ce séminaire et vous verrez qu'il y a des atteintes. Bon, on parlera de la laïcité qui touche particulièrement la laïcité, mais pas que. Donc, port de signes et de tenues, contestation d'enseignement, propos, insultes, bagarres, absence prolongée pendant les fêtes religieuses, etc. Encore une chose, pendant l'épidémie, il y a eu, vous le savez, un dispositif de classe virtuelle et on a assisté à du chahut numérique, c'est-à-dire des troubles sur les réseaux sociaux, des atteintes aux valeurs de la République sur les réseaux sociaux. Encore une chose, la LICRA a fait une étude récemment, je vous la mettrai à disposition concernant l'adhésion aux valeurs. On voit que là aussi, il y a une contestation.
les valeurs de la part d'une partie de la population. L'IFOP a fait aussi une enquête en 2015 lors des attentats de 2015 et a montré que les manifestations contre ces événements n'ont pas touché tout le monde. Et une étude plus récente a montré là aussi que tout le monde n'adhère pas, n'adhère pas aux contestations des événements dramatiques. Donc on voit effectivement qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, il ne s'agit pas d'idéaliser une France qui aura toujours été d'un bloc. Je reviens un peu au discours en fait que l'on peut avoir. Certains démographes montrent qu'au début du XXe siècle, en France, en Alsace, en Bretagne par exemple, 70% des parents parlent à leur enfant en langue régionale. Donc, ça serait un mythe en fait de croire qu'on a toujours été un bloc soudé. Sauf qu'à l'état civil, à cette époque, tout le monde a le même prénom. Aujourd'hui, justement, dans l'archipel français, Jérôme Fourquet a montré que par rapport à cette question des prénoms, on assiste aussi à un éclatement, au fait que tout le monde n'a plus un prénom, entre guillemets, qui serait un prénom français, mais qu'on a une multitude de prénoms. Donc nous sommes dans un modèle de société plus éclaté, plus pluriculturel. Bon, les anglo-saxons sont plus à l'aise avec ça car ils ont été en partie bâtis comme cela, dans des sociétés multiculturelles, pluriculturelles. Mais pour nous, cela n'est pas notre modèle historique, je vais en parler. Un certain nombre de pays pour qui gérer la diversité est aussi moins douloureuse parce que moins problématique. Pour nous, notre modèle républicain, notre socle républicain, nos valeurs fait que nous avons plus de mal avec cela. S'il est un langage utilisé de toutes parts pour désigner ce qui nous tient ensemble au sein de la République, notre République française, c'est bien celui des valeurs. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour la première conférence, c'est la question des valeurs. Depuis les déclarations officielles faisant suite aux attentats de 2015, jusqu'aux prises de position politiques qui ont émaillé plusieurs campagnes politiques présidentielles, on ne compte plus les références à des valeurs, aussitôt désignées d'ailleurs comme étant des valeurs communes ou des valeurs partagées, comme si ces adjectifs suffisaient à dire ce qu'elles sont. Juste pour citer aussi un rapport du Sénat sur, par exemple, la nation française, un héritage en partage de 2015, que je vous mettrai, mais que vous pouvez trouver aussi. Donc, énormément de références à ces valeurs. En bref, considérer que la France, la République, est une communauté de valeurs semble aujourd'hui relever de l'évidence, du bon sens. Alors, je continue sur cette question. L'engouement que suscitent les appels à défendre les dites valeurs de la République mérite toutefois d'être questionné. Pourquoi on va remettre ces valeurs au centre de la société? Le terme même de valeur reste entouré d'un flou qui, pour certains auteurs, s'avère problématique, parce que mal défini et en ce qu'il touche à rien moins que la conception du lien entre les citoyens. C'est vrai que les valeurs, ça touche au lien entre les citoyens et c'est donc complexe. Le lien présent, mais aussi à venir, parce qu'on s'inscrit dans une histoire, dans une tradition, et puis on s'inscrit dans l'avenir. Dans la mesure où l'on affirme que ce sont précisément des valeurs et non par exemple des principes, des droits, des intérêts, des projets, etc., qui nous rassemblent en République française, c'est toute la question des rapports à instaurer entre d'un côté les convictions privées de chacun de nous et de l'autre les normes publiques qui se trouvent ainsi posées. C'est-à-dire, il y a bien le côté privé et le côté espace public. On y reviendra. C'est-à-dire que
cela peut amener un brouillage potentiel des repères, permettant de clairement distinguer entre les domaines de la politique, du droit, de la morale, de la religion et de la culture. Vous voyez tout ce qui se joue dans les valeurs et qui doivent être questionnées. Avec la montée en puissance du langage des valeurs, est-on en train d'assister à un assouplissement, sinon à un dépassement de la frontière entre les sphères publiques et les sphères privées, point d'interrogation. Pour certains auteurs, en se focalisant sur la sécularisation d'une communauté de valeurs, ne risque-t-on pas d'aboutir en définitive à une démocratie de l'entre-nous, se caractérisant par une attitude plus ou moins assumée de fermeture aux autres? Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur ces questions-là, qui questionnent ce concept de valeur. Alors, on vient de le noter, c'est dans le très en vogue langage des valeurs que s'énonce désormais le récit français de l'unité républicaine. Bien sûr, l'adoption d'un tel langage à cette fin n'est pas nouvelle. Alors, je ne vais pas tout rappeler, mais on peut dire que l'adoption d'un tel langage, par exemple en 2017, lorsque Jacques Chirac était venu présenter ses vœux à la presse, il déclarait « Ce qui rassemble les Français, c'est un socle de valeurs communes, de valeurs républicaines », assortissant cette déclaration de l'idée que la France a besoin de retrouver et réaffirmer son identité. De même, dans le rapport du Sénat, la nation française en héritage, en partage, si je reprends un extrait, c'est la même chose. On va dire que nous oublions ce qui nous unit. Les valeurs doivent être ce qui nous unit. Voilà, nous devons avoir un sentiment de partage. Alors, ainsi en est-il de la thématique d'une intégration en panne qui s'est cristallisée il y a une quinzaine d'années autour d'événements tels que les émeutes des banlieues de 2005 ou les sifflements de la Marseillaise lors de rencontres de football en 2001, 2007, etc., à la suite desquelles la promotion publique des valeurs de la République s'est imposée donc comme un moyen de surmonter la crise de l'intégration. On a beaucoup de travaux de la recherche qui portent sur cette question, sur finalement les valeurs de la République, c'est un peu un moyen de surmonter les contestations, les problèmes d'intégration que l'on peut rencontrer. Plus récemment, les attentats de 2015, l'assassinat du professeur Samuel Paty, ont conféré une importance tragique à la défense des valeurs de la République. Et c'est devenu un véritable leitmotiv de rassemblement, ce valeur de la République par rapport à ces événements tragiques, et aussi à une grande, vous devez connaître cette grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, qui a été lancée en janvier 2015, avec, comme vous le savez certainement, 11 mesures principales visant la transmission d'un socle commun de valeurs communes et qui servent de fil rouge à la mise en place de l'enseignement moral et civique à partir de la rentrée 2015. Donc là, il y a vraiment eu une mobilisation très forte et qui est encore de mise. Comme le montrent les programmes éducatifs en la matière, parce qu'on s'intéresse ici à l'école, le langage des valeurs communes déploie la citoyenneté républicaine bien au-delà d'un domaine strictement politique et a fortiori purement juridique. Dans son acception la plus simple et courante, le terme de valeur est indissociable de jugement sur le bien ou le meilleur. Ça, c'est important, c'est-à-dire que les valeurs, bien sûr, il y a les valeurs juridiques. Dans la Constitution française, vous avez des valeurs, la liberté, l'égalité. Donc, on va dire que les valeurs ont un soubassement juridique dans la préambule de la Constitution, dans la Constitution, dans les lois, par exemple, sur l'égalité, la liberté d'expression. Ce sont des valeurs juridiques. Mais
le terme de valeur, il est indissociable aussi de jugement, hein. Là, on va dire de jugement sur le bien, sur le meilleur, de considération morale aussi sur ce qui vaut la peine d'être désiré, d'être entrepris ou réalisé au cours d'une vie, hein. Quelles sont mes valeurs, les valeurs auxquelles je suis attachée, d'évaluation sur les qualités, mérites attribuables à une personne ou à une action. Aussi, sans même y prêter toujours attention, le fait d'adosser le terme de valeur à la République l'entoure-t-il d'emblée d'une dimension résolument morale, hein, le fait de dire les valeurs de la République, ça touche à la morale, dont rend compte l'ambition de cultiver les vertus du bon citoyen. Mais au-delà de ce registre moral, et là, je vous donnerai les références, hein, par exemple, de Olivier Reboul, qui a écrit un ouvrage sur les valeurs de l'éducation et cette distinction des valeurs morales de l'éducation. Vous avez aussi Ruven Ogienne, qui est philosophe et qui a écrit sur l'éthique minimaliste, l'éthique maximaliste, et qui revient sur la distinction que fait Kant déjà, hein, le philosophe, sur la morale, le bien, le mal et ce que cela veut dire. Mais au-delà donc du registre moral, hein, d'accoler les valeurs à la République, le langage des valeurs a également de quoi orienter la République vers une lecture plus culturelle. Mobilisé comme il est dans le cadre d'une définition du nous républicain, un nous, nos valeurs, qu'est-ce que cela représente, ce nous républicain, aspirant à la connaissance de soi, voire à l'authenticité, le terme de valeur exprime un ensemble de significations partagées, formant le socle d'une culture, hein, particulière dans laquelle pourraient se reconnaître les citoyens. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ces valeurs, elles expriment des significations que l'on va partager, que les citoyens vont partager. On va voir ce qui forme le socle d'une culture, le ciment, on va dire, hein, il y a des termes, il y a toute une rhétorique, mais moi je dirais le socle, le ciment, ce qui nous fonde ensemble, ce qui nous et dans laquelle tous les citoyens peuvent se reconnaître, hein, parce qu'on voit bien la complexité compte tenu des contestations. Hein, il faut que chacun puisse s'y reconnaître. C'est reprendre ici l'idée qu'à la différence des normes, qui sont des règles ayant une portée universelle et engageant tout le monde de la même manière, hein, les philosophes ont bien défini ce qu'étaient les normes sociales. Donc là, ça engage tout le monde de la même manière, hein, les normes de vie. Les valeurs, elles, sont relatives à un contexte et à un groupe donné. Elles sont des convictions éthiques que l'on épouse intimement en tant qu'elles incarnent certains biens considérés comme hautement désirables par les membres d'une communauté spécifique et donc de notre pays. Hein, parce que vous savez qu'en France, on ne parle pas de communauté, de communautarisme, mais les valeurs morales, ce seront donc des convictions éthiques. Je vais un peu développer, mais par exemple, la fraternité, c'est une conviction éthique, c'est une valeur morale. Ça n'est pas une norme où on va vous dire vous devez être fraternel, mais c'est une conviction que l'on partage et que l'on désire, c'est désirable au niveau d'une communauté, d'un pays, de notre communauté, nous, notre nation. En France, quand on dit communauté, hein, depuis la Révolution française, c'est la nation. Même langue, même culture, même territoire, c'est ça notre communauté. Pour certains auteurs, et il y en a beaucoup, la plus-value attendue de la référence aux valeurs de la République, c'est de donner de la substance, de la chair, au lien qui unit les citoyens, en enracinant la citoyenneté dans une communauté morale dont la République serait le nom. Et moi, ce terme de lien qui nous unit, ce lien social, hein. Donc, les valeurs de la République, c'est de donner chair au lien qui nous unit, hein, c'est important. Et donc, enraciner la citoyenneté dans une communauté morale
et dont la République serait le nom. Voilà. Dit autrement, le gain consisterait à épaissir éthiquement, c'est-à-dire moralement ou culturellement, le lien citoyen, afin de favoriser l'identification de tous à un système de valeurs posé comme étant spécifiquement notre, le nôtre. Voilà. Donc, favoriser l'identification de tous à ce système de valeurs. On chercherait ensuite, par cet épaississement du lien, à renforcer l'adhésion à un ensemble d'institutions pouvant être considérées comme légitimes en raison justement de leur capacité à incarner et à protéger ce système de valeurs en tant que tel, comme l'école, bien sûr. Hein. Voilà, donc cette compréhension de la valeur, de cette valeur ajoutée, des valeurs communes, hein, le fait de vraiment mettre en avant ces valeurs communes, traduit une ambition, on va dire une ambition politique, hein, mais aussi une ambition peut-être au-delà de l'ambition politique, une ambition humaniste, d'en revenir à des formes d'unité plus robustes que la simple souscription à des règles de droit. Hein. Bien sûr, les règles de droit, elles sont importantes, mais c'est plus robuste encore que la règle de droit ou des procédures politiques neutres, on va dire, hein, c'est-à-dire dépouillées de substances éthiques ou culturelles particulières. Hein. Donc les valeurs de la République, ça va au-delà, c'est plus épais, plus fort que à une procédure politique. Bon. Mais bien sûr, le droit est important. Hein. Déclaré non négociable. Hein. Vous retrouvez dans beaucoup de textes, beaucoup de déclarations que ces valeurs ne sont pas négociables. Hein. D'ailleurs, dans le projet de loi confortant les principes de la République, hein, il est bien noté que ces valeurs ne sont, ces valeurs ne sont pas négociables. Donc, déclarées non négociables, les valeurs de la République servent de balise pour marquer le seuil au-delà duquel les différences ne seraient plus acceptables. Le besoin affirmé de ne pas ou plus transiger avec les valeurs de la République procéderait ainsi du besoin de la protéger, la République, contre le pouvoir de fragmentation exercé par une diversité jugée de ce fait radicale ou débridée. Hein. Donc, là aussi, il y a beaucoup de chercheurs qui écrivent sur cela, hein, sur ces termes hein, qu'on interroge, mais ça me semble être important de souligner hein, cette nécessité, en fait, peut-être de ne pas transiger avec certaines valeurs, hein, parce que ces valeurs, elles nous, comment dire, elles nous protègent contre ce risque de fragmentation. Hein. Bon, vous allez voir après dans mon raisonnement hein, que ça n'est pas non plus de l'endoctrinement ni de la propagande, parce que ça serait contre-productif. Mais c'est important de le dire, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Hein. Ce sont des valeurs non négociables. Le langage des valeurs de la République possède une caractéristique. Justement, hein, pour certains auteurs, il y a un flou sémantique, d'où la nécessité de bien les définir. Hein. Peu d'usagers de ce langage prennent la peine de spécifier ce que signifient au juste ces valeurs. Mais quand on y regarde de près, on se rend compte que le mot englobe des significations très différentes et même s'oppose parfois les unes aux autres à propos de la nature du lien citoyen et de son degré d'ouverture ou de fermeture. Hein. Donc, je vais aller quand même assez vite pour vous donner quelques repères, mais je vous donnerai des références si vous voulez approfondir cette question. Hein. Alors, les valeurs de la République peuvent faire référence au-delà des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont les valeurs, hein, quand on parle de valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité et laïcité, auxquelles donc la laïcité est désormais presque systématiquement accolée quand on parle de valeurs de la République. Donc, elles font référence à un ensemble de libertés, de droits, de devoirs institutionnalisés, hein, sous forme de règles
donc légales, de normes constitutionnelles. Voilà. Alors, un peu d'histoire. J'ai écrit un article dans The Conversation, donc je vais pas tout. Je vais vous donner juste quelques repères. Vous pourrez le lire si vous voulez, hein. J'ai écrit un article lorsque Samuel Paty a été assassiné. J'ai refait un peu l'histoire des valeurs et de la laïcité. Ici, je veux juste donner quelques éléments sur la transmission des valeurs de la République, hein. Alors, déjà, avant de faire l'histoire, il faut dire, hein, que c'est une des compétences des professeurs dans le référentiel de compétences des enseignants, c'est la numéro 1, hein. Donc, transmettre les valeurs de la République, c'est une des compétences que doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier tous les professeurs, premier degré, second degré, conseillers principaux d'éducation, professeurs documentalistes, mais aussi de façon plus générale, tous les acteurs de l'éducation, hein. Vous avez entendu tout à l'heure que 12% des acteurs contestent les valeurs de la République. C'est beaucoup, hein. Donc, ça concerne tous les acteurs et c'est important que tous se sentent concernés, hein. Alors, il y a eu un long chemin qui a conduit à notre République démocratique et à ces valeurs de la République. Bon, rapidement, bien sûr, hein, nous avons un héritage issu des Lumières. Faire partager les valeurs de la République, ça consiste déjà à faire comprendre la genèse des valeurs. Comment ces valeurs ont émergé dans notre société. Bon, je n'ai pas le temps de faire tout un historique, et puis certains d'entre vous en savent certainement plus que moi, hein, mais on va dire que en France, hein, c'est vraiment le siècle des Lumières où en fait, la France a connu des siècles de royauté de droit divin pendant des siècles, au cours desquels l'Église a régi toute la vie civile, l'état civil, le droit de la famille, etc., hein. Et donc, elle a imposé aussi des dogmes, des interdits. Et à partir de Rabelais, de la Renaissance, il y a eu tout un processus d'émancipation. Le mot émancipation, il est fondamental, hein. C'est-à-dire que les valeurs, elles visent à l'émancipation de l'individu, de tout dogme. Alors aujourd'hui, il y a les dogmes religieux, mais il y a aussi tous les dogmes qui peuvent venir d'ailleurs, hein, des idéologies diverses et variées, hein. Il n'y a pas que les religions, hein, il y a d'autres dogmes. Et donc, les Lumières, il y a des auteurs aujourd'hui qui écrivent je vous donnerai aussi les références, hein, qui s'attaquent aux valeurs universelles des Lumières et qui disent mais ça c'est de la propagande universaliste, hein. Donc il faut être quand même très vigilant. Non, les Lumières, c'est un courant qui vise à l'émancipation, porté par des philosophes qui ont beaucoup écrit, hein, pour la liberté d'expression, la liberté de conscience, l'éducation. Par exemple, si on prend Condorcet, il a écrit sur le perfectionnement intellectuel et moral et le fait que l'école permet d'élever l'enfant et permet son perfectionnement par la connaissance, les vérités. Enfin, vous savez tout ça, mais je vous donnerai les références, hein. Voltaire, dans son traité de la tolérance en 1763, lui aussi, hein, défend l'idée du fait que l'ordre public n'a plus besoin d'une contrainte religieuse. Et donc la Révolution française, c'est la première expérience historique d'une société qui décide de s'émanciper. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour, il va falloir 2 siècles dans notre pays, hein, pour arriver, et encore l'émancipation, nous visons, c'est un idéal que l'on vise, mais il n'est jamais atteint, hein. Alors, je passe pour l'historique parce qu'on a dit 3/4 d'heure à peu près, Valérie, à peu près jusqu'à... Oui, vous avez jusqu'à 19h30. Ouais, et je fais le temps que vous voulez. Merci. D'accord, super, très bien. Voilà, donc tout ça pour dire, hein, que ces valeurs universelles, elles sont fondamentales, qu'au XIXe siècle, il a fallu des querelles entre l'Église et les mouvements laïques comme Jules Ferry, Ferdinand Buisson, mais aussi Pauline Kergomar qui a créé l'école maternelle.
Donc, des mouvements d'émancipation, on parlera de la laïcité dans une prochaine conférence, hein, mais qui montrent bien que ces valeurs de la République, elles se sont construites progressivement et elles sont fondées sur l'idée d'émancipation, l'idée de progrès aussi et l'idée d'universalisme, hein. Donc ça, c'est très important. Alors, encore dans l'ouvrage d'Olivier Reboul, que je vous conseille de lire, hein, sur les valeurs de l'éducation. Ce que Olivier Reboul précise bien, il décrit bien, il explique bien la différence entre des valeurs morales et universelles. Et donc pour lui, la prétention universaliste des principes démocratiques et des droits fondamentaux est ce qui est primordial, hein. Voilà, donc je le souligne parce qu'aujourd'hui sont attaquées les valeurs universelles, hein. Donc ça, c'est quand même, il faut être vigilant, hein. La conception du lien citoyen ou le désaccord sur les valeurs au sens de conviction morale et de mode de vie culturel ne justifie pas l'exclusion des autres, mais au contraire incarne les exigences de liberté et de pluralisme au cœur de nos démocraties modernes, hein. Donc vous l'avez bien compris, ce que je veux dire, c'est que l'universalisme, ça n'exclut pas que l'on prenne en compte, hein, les convictions morales, les modes de vie culturels. Ça n'implique pas qu'on exclue toute personne qui penserait autre, parce que la laïcité, on le verra, c'est justement la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté de conscience, et justement, c'est un principe qui défend une grande tolérance, hein, une grande fraternité entre les personnes, et donc qui garantit la liberté, le pluralisme au sein de nos démocraties modernes. Donc on assiste aujourd'hui à une tendance particulièrement manifeste depuis 2015, donc à définir la République comme une authentique communauté de valeurs et non pas simplement comme une société politique, hein, basée sur des droits, des obligations juridiques. Voilà, donc pour les valeurs de l'éducation, donc je l'ai dit, Olivier Reboul précise qu'il n'est pas d'éducation sans valeur, hein, et il définit ce qu'est une valeur dans l'éducation et il définit la conception universelle des valeurs, hein. Voilà, donc je le noterai dans mon document, je n'ai pas le temps de tout développer, mais vous pourrez voir que pour lui, il y a deux valeurs vraiment fondamentales, c'est la science et la tolérance. La science, c'est le fait qu'on ne peut nier que le savoir scientifique est universel, plus vrai que les superstitions ou que les sciences occultes. Et là, il développe tout l'aspect de la science, hein, des projets d'enseignement qui reposent sur un objectif universel et qui en fait distingue la science le rationalisme, hein, du particulier, du relativisme, etc. Donc ça, c'est important et on le reverra, hein. C'est donc former le jeune à avoir un esprit critique scientifique et à baser sur la vérité scientifique. Donc il développe tout cet aspect, hein. Et puis la deuxième chose, c'est la tolérance, hein. Donc il dit que la tolérance, alors il dit acceptons une bonne fois que Mozart n'a pas plus de valeur que la musique indienne ou que le rock. Ici se pose une question, qu'est-ce qu'on tolère dans la tolérance? Notre culture est loin d'être parfaite sur bien des points, elle est inférieure à d'autres, hein. Par exemple, nous méconnaissons beaucoup ce qu'est le courage. Par exemple, pour lui, hein, il dit « La vie moderne tend à nous épargner toute espèce de souffrance en multipliant les analgésiques, les tranquillisants, au lieu de préparer les jeunes à affronter le danger. » On en vient en ce moment avec l'épidémie, hein. Et notre éducation ne sait que dire « Faites attention, faites attention ». Notre culture est imparfaite, mais elle le sait. Contrairement à bien d'autres cultures d'aujourd'hui, elle peut accepter les critiques sans se sentir en péril de mort, hein, puisque
dans notre pays, nous avons une liberté de conscience. Donc, on accepte les critiques et on ne risque pas d'être guillotiné ou assassiné si on critique. Elle peut changer, innover sans se détruire notre société. Inversement, tous ceux qui s'enferment dans une défense peureuse et haineuse contre l'autre me paraissent tourner le dos à ce qui fait la valeur de notre culture, pouvoir changer sans se renier, pouvoir s'ouvrir sans périr. Bon, ça, c'est la tolérance. Mais Olivier Reboul dit la tolérance doit connaître des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tolérant dans l'infini. Elle ne peut tolérer des pratiques comme l'excision des filles, par exemple, qui sont non seulement frustrantes et douloureuses, mais attentatoires à la dignité de la femme. Elle ne peut tolérer, au nom de je ne sais quel texte sacré, le refus des droits de l'homme, qui sont pour elle sacrés. Donc vous voyez, dans une argumentation, la tolérance a des limites. Plus simplement, elle ne peut tolérer l'intolérance. La comprendre peut-être, mais non l'accepter, car cela reviendrait à détruire ce que notre culture comporte d'universel. On ne peut pas tolérer l'intolérance. Voilà, donc il développe bien tout cet aspect-là. Et pour finir la dernière partie sur les valeurs, je reprendrai d'ailleurs les travaux de Abdenour Bidar, qui est inspecteur général, que vous avez peut-être lu ses ouvrages. Il a beaucoup écrit sur la fraternité, sur les valeurs, et en particulier sur le nouvel enseignement moral de 2015. Voilà. Alors, dans sa réflexion, il y a des choses intéressantes et que, bien sûr, je partage et sur lesquelles j'ai travaillé. Il repart de notre héritage humaniste, comme je l'ai fait, mais c'est très important de le souligner. Nous avons un héritage humaniste. Il y a énormément d'humanistes qui ont pensé notre société. Si on prend Condorcet aux lames de gouges, il y a des hommes et des femmes d'ailleurs, et tous les humanistes. Et donc, c'est important de connaître cette histoire de l'humanisme. Dans l'humanisme, on parle toujours des valeurs. Le champ des valeurs est beaucoup plus large que celui qu'on mobilise actuellement pour Abdenour Bidar, parce que c'est le respect, mais c'est aussi, dit-il, la charité, mais sans être chrétien. Il n'y a pas de monopole de la charité. On ne parle pas de compassion. Pour lui, et c'est vrai que moi je l'enseigne, mais on parle peu de compassion à l'école, de care, prendre soin, ni de persévérance, d'humilité, des vertus. L'éducation aux vertus, c'est important aussi ça. Donc, quand on parle de l'humanisme, la condition pour que ce ne soit pas qu'une incantation, soyez humaniste, il faut les valeurs, partager les valeurs, eh bien, c'est important de partir justement des vertus. Il s'agit pour la valeur, si elle veut s'incarner, et ça c'est important pour les jeunes que vous côtoyez, c'est que les valeurs, elles s'incarnent. Autre chose qu'une belle idée, autre chose que de dire l'égalité, la liberté, etc. Elle doit se mettre à exister du moment où elle a été cultivée au quotidien. Le sens de l'égalité. Le sens de l'égalité, l'équité aussi, apparaît d'autant plus irréalisable si elle n'est pas mise en œuvre. On pourrait toujours dire l'égalité, c'est dans les droits, les textes, la Constitution, mais si dans le quotidien elle n'est pas mise en œuvre, elle ne s'incarnera pas. Et donc, elle nous engage d'autant moins que l'on n'a pas commencé à la cultiver, cette valeur, ces valeurs. Donc, Abdenour Bidar propose, je trouve que c'est intéressant, une piste de la culture des vertus, que les vertus, la tempérance, la tolérance, l'empathie, etc. Alors, dans le programme d'éducation morale civique, en effet, aujourd'hui, l'école dit on va enseigner les valeurs aux élèves, c'est dans les programmes, etc. Mais que va-t-on faire? Comment va-t-on enseigner ces valeurs? Comment va-t-on mettre au programme, au tableau, la liberté? Comment demander à ces jeunes, vous en pensez quoi? Des valeurs, de la liberté, de la fraternité? Donc,
aussi longtemps que l'on ne donnera pas à ces jeunes, aux élèves, l'opportunité de faire des expériences décisives dans le domaine de ces valeurs, hein, eh bien, autant, je veux dire, il faut donner l'opportunité aux élèves, hein, de cultiver ces valeurs comme des vertus et dans tous les espaces de la vie, à l'école, hors école, dans le quartier, sur le territoire, hein. On ne peut pas faire entrer ex cathedra dans la tête des élèves les valeurs si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas vécues, hein. Alors il faut trouver, on le verra dans la formation, hein, des pratiques pédagogiques, des méthodes pour mettre les élèves en activité, pour leur donner à faire l'expérience des valeurs, hein, et dès le plus jeune âge. Voilà, par exemple, pour la fraternité, j'ai écrit un article sur éduquer à la fraternité, hein. On peut toujours montrer des histoires, des films sur la fraternité, toucher sentimentalement les élèves par la fraternité, hein, mais ça ne les fera pas devenir fraternels, hein. Ce qui peut les faire devenir fraternels, c'est ce que disaient les Grecs déjà, hein, c'est faire des exercices spirituels, c'est arriver à pratiquer au quotidien des moyens, par exemple, de travailler en équipe, de coopérer entre élèves, de s'engager dans des tâches d'intérêt général au service d'un bien commun sur le quartier, à l'école, je sais pas moi, la nature. Aujourd'hui, on parle beaucoup des projets partagés et de développement durable. Ça peut être, hein, voilà, pour la planète, etc. Le bien commun au jour le jour, au lieu de les faire travailler individuellement aussi. On est dans un système éducatif très individualiste, très compétitif avec les notations, l'évaluation. Donc, on peut aussi travailler autrement, hein. Donc, il faut mettre en cohérence ce que l'on est avec ce qu'on dit. Alors, il y a aussi une chose importante dans les valeurs, c'est qu'on doit faire un effort toujours sur soi-même, hein, à recommencer pour essayer de se montrer plus droit, plus honnête, plus sincère, plus... Et ça, c'est un travail sur soi, hein, aussi, parce que ça n'est jamais donné. Donc, pour Abdenour Bida, d'ailleurs, hein, il parle de travail spirituel. Moi, je partage son approche, hein. Ça n'est pas du tout religieux, ça n'est pas le monopole du religieux, hein, le travail spirituel, mais c'est d'amener à avoir cette réflexion sur soi, philosophique, sur ce qui amène à transcender pour dépasser ses limites ordinaires. Et chez les jeunes, on peut leur apprendre cela, c'est-à-dire à une prise de conscience qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, hein, et qu'on peut être davantage exigeant, plus critique vis-à-vis de soi-même, être coopératif, être, vous voyez, des choses voilà, qu'on peut travailler sur soi, conduire quelque chose sur soi avec les autres, voilà, partager des réflexions, hein. Et est-ce que nous avons une société qui nous permet de travailler sur nous-mêmes à l'école, dans notre société, voilà, sur le progrès de l'humanité? Alors, je trouve que le développement durable et toute la réflexion, ça peut être une occasion, hein, sur qu'est-ce que le cosmos, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qui nous relie. J'ai fait une intervention en Algérie il n'y a pas longtemps sur le film Demain et les imaginaires universels du film Demain. Et ça, c'est un bon objet pour travailler sur l'universel et justement, ces questions-là, hein, pour dépasser, voilà. Donc, quelles valeurs partagées? Ce sont des valeurs universelles et les sources sont philosophiques, éthiques, pour certaines religieuses aussi, hein, les imaginaires, le symbolisme, etc. Donc ça, on peut travailler avec les élèves, hein. Et les valeurs sont partagées par la sagesse occidentale, mais qu'on peut trouver aussi ailleurs. Voilà, alors pour finir, je dirais qu'on ne décrète pas qu'il y a des valeurs que l'on peut partager, hein. Voilà, parce que sinon, ça serait trop simple. Si l'on veut trouver de l'universel, et le terme est ambitieux, partageable,
c'est-à-dire plus réalisable. Hein. C'est moins prétentieux de dire que ça va être réalisable. De façon humble et active, parce qu'il faut être humble dans ce domaine-là, hein, mais actif. Il faut bien sûr aussi aller voir dans les différents héritages humanistes de l'humanité, hein, voilà, qui sont très riches. Voilà ce que, pour finir, hein, peut-être je finirai en disant que les valeurs aussi touchent à la culture, à la notion de la relation à autrui, à la bienveillance. Hein. Donc, d'un côté, je dis souvent une main de fer dans un gant de velours, hein, c'est-à-dire que les valeurs, elles ne sont pas négociables parce que c'est notre socle de notre société, de notre société qui repose sur l'universel, hein, et puis un idéal d'émancipation, on le verra avec la laïcité, hein, mais vraiment un idéal très fort d'émancipation de l'être humain, homme ou femme. Hein. Voilà, donc ça n'est pas négociable, hein. Mais par contre, ça nécessite d'avoir de l'humilité et de pouvoir aussi travailler pour qu'elles vivent, qu'elles s'incarnent ces valeurs, qu'elles ne soient pas juste voilà, des rapports, des incantations, on va dire, stériles, hein, de faire partager les valeurs. Et puis, ça ne doit pas être non plus dogmatique ni de la propagande, on va dire, parce qu'autrement, il y aura des oppositions. Ainsi, le discours, il est un discours trop d'imposition. Donc, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, mais en étant à la fois convaincu soi-même, en étant humble, hein, voilà, parce que ça nécessite de questionner aussi les valeurs, hein, et puis voilà. Alors, on peut, hein, j'ai mis en conclusion que même si il y a beaucoup de gens qui ont des crises de conscience aujourd'hui, je pense au colibri, le petit colibri, on en parle beaucoup, hein, sur la nature, l'écologisme, etc. On a des crises de conscience, on appelle à recréer du lien à soi, à l'autre, à la nature, à l'univers. Mais voilà, dans ce contexte, on peut dire que on peut quand même se réjouir que nous sommes dans une société où il y a un ciment républicain grâce aux valeurs. Alors, moi, je suis optimiste, alors je pense que grâce à ces valeurs, on peut faire ensemble, hein, et que chacun ait sa place, puisse s'exprimer et que chacun trouve voilà, une manière de vivre ses valeurs au quotidien, dans son quartier, dans sa famille, voilà, tout en étant conscient de la nécessité, hein, de ces valeurs pour l'avenir, on va dire. Hein. Voilà, alors, bon, Abdenour Bidar dit il ne faut pas se condamner au miroir, aux alouettes et être marchand d'illusions. Donc, les valeurs, ce ne sont pas des illusions, hein. Ce sont bien des notions ancrées dans un héritage effectivement historique, juridique, philosophique, et qu'il nous revient aussi à transmettre. Hein, voilà, donc je finirai par cela.